Le vieux nous racontait la fois où il s'était battu avec un cordonnier en riant, quand je vis Kader se pencher au parapet pour héler quelqu'un dans la rue. C'était Nicodème, tout endimanché. Je le questionnai. Il sortait de la messe de 18 heures. Kader lui fit signe de monter. Lorsque Kader garnissait son entourage, il nous était bien impossible d'affirmer s'il agissait par amitié ou sous l'action de quelque fantasquerie, selon quelque désir de compléter un tableau dont lui seul comprenait la logique. Nicodème est monté sous les compliments d'Alphonse qui félicitait son apparat. Un des étudiants lui demanda si c'était au curé ou au bon Dieu qu'il essayait de plaire, et tout le monde se mit à rire. Nicodème avait beau essayer d'expliquer qu'il ne fallait pas rire avec ces choses-là, avec une voix pleine de l'espoir d'entrer dans les bonnes grâces de Dieu, il abandonna bien vite sa prêche et s'installa avec les autres pour écouter la bataille du père Méras. Kader avait trop bu. Il fixait la table vide en face de lui dans le torrent de paroles de l'étudiant qui s'était assis à côté de lui. Ce blondinet avait l'air bien éméché lui aussi. Je l'entendais vaguement maudire sa mère et la traiter de salope dans le visage amorphe de Kader, en jetant un coup d'œil sur Alphonse et Mathilde. Il allait ficher en l'air la vie de cette fille, comme il avait fiché celle de sa femme et comme il fichait celle de son fils. Il avait toujours été notre penseur, et pourtant, j'avais de moins en moins envie d'un monde qui soit à l'image d'Alphonse. Kader avait pris pour habitude de s'envoyer tous les matins une bolée de la prune que son cousin lui apportait de Pontoise. Assis sous le gros chêne au milieu de la cour de la ferme, on regardait M. Miché venir à notre rencontre depuis le verger en contrebas. L'année s'annonçait bonne. Les branches craquaient sous le poids des pommes et on voyait d'ici une myriade de petits points rouges sur la plaine. On était 7 en comptant Kader et moi au ramassage. « Tous à la ville !» nous avait dit la mère Miché avec un air réprobateur. « Il allait falloir travailler vite et bien, nous avait dit la patronne, mais on serait payé plus si on allait assez vite pour avoir tout ramassé dans la quinzaine. L'affaire nous allait bien. » Le père Miché vous récitait à propos les derniers mots du roi Henri IV sur son lit de mort. Il savait combien de fois Roland avait dû s'y reprendre pour s'essuyer avant que commence Roncevaux. Il savait combien de temps prenait un vol de pigeon entre New York et Constantinople, ou la couleur des culottes de la reine d'Espagne en ce froid matin du lundi 30 mai 1482. C'était un véritable puits de science. Mais Dieu témoigne s'il était gauche avec les choses du sol. Je tenais la survie de la ferme Miché pour une sorte de miracle inexplicable. Et malgré moi, je leur parlais avec plus de déférence que nécessaire, car j'étais le témoin des bonnes grâces en lesquelles la nature les tenait, et ne pouvais m'empêcher de voir en eux quelque divinité païenne incomprise, ou quelque sorcier aux humeurs ténébreuses. La plantation des framboisiers était orientée est-ouest, et les piquets qui soutenaient les pieds étaient trop bas, si bien que les framboisiers, qui subissaient 2 fois l'an une taille incertaine et malandrine, s'affaissaient en de larges buissons que le père Miché soignait à coups de menaces lorsqu'il leur prenait des envies révolutionnaires. Avec Kader et le fils Princeau, nous avions le coup de main et connaissions les bonnes rangées pour profiter des ombres des grands tilleuls. Mais avant midi, les autres étaient déjà en train de mijoter, rouges dans leur bouillon clair qui perlait le long de leur front. On s'installait tous autour de la table en pierre pour casser la croûte sous le gros chêne qui peinait à nous tenir au frais. De la voix de Kader, j'avais appris qu'il avait passé la matinée au salon d'Alphonse, pendant que Mathilde était au marché. L'Alphonse avait vendu la petite propriété d'une aïeule récemment décédée et passait à présent un repos bien mérité sur l'argent de la vente. Ça parlait révolte en ville. Le gros portugais du groupe, récemment licencié de l'administration, comptait bien en être. On eût dit qu'il aurait pu y aller, même s'il avait dû y être seul. Ça allait barder cette fois, avait dit Alphonse. On parlait de pique et de poudre en ville, disait-on. Et tout cela, d'une manière ou d'une autre, finirait par profiter aux poches des bourgeois républicains, s'il n'y avait pas révolution, pensaient Alphonse et Kader.